Merci d'être présent. On est désolé, on a dû reporter cette matinale qui était initialement prévue en janvier, mais voilà, pour les raisons que vous connaissez. On a dû la décaler aujourd'hui, mais voilà, je vois que vous êtes ici en nombre, donc c'est parfait. Je suis très content, voilà, de vous accueillir à la Métropole pour cette matinale inspirante, donc dédiée à l'innovation dans l'enseignement et les pratiques musicales, dans un cycle de matinales que l'on organise depuis un an maintenant sur des thématiques très diverses, pour accompagner en fait nos politiques publiques à aller à la rencontre d'acteurs locaux, d'entreprises innovantes locales pour sourcer, collaborer, expérimenter des nouvelles solutions et donc améliorer à la fois nos politiques publiques et notre service, et puis permettre aux entreprises locales de se faire connaître auprès du plus grand nombre. Donc ça, c'est un peu l'esprit général de cette matinée. Alors, je remercie donc déjà particulièrement de sa présence notre vice-président à la culture, monsieur Van Sivendel, qui viendra nous dire un mot dans quelques instants. Je remercie... alors j'ai regardé, je remercie quand même pas mal de gens dans cette salle parce que pour qu'on apprenne un peu à se connaître, on a des écoles de musique, on a des conservatoires, on a des mairies, on a des lieux d'innovation artistique, j'ai noté, on a des directions de la métropole et on a surtout 4 entreprises qui vont venir vous présenter leurs solutions. Ah, on a même un pôle de compétitivité présent qui vient d'arriver. On a surtout 4 entreprises qui vont vous présenter donc des solutions extrêmement innovantes et intéressantes, je l'espère, pour vous dans vos pratiques quotidiennes. Alors je crois que quand on dit matinale inspirante, honnêtement, pour en avoir donc organisé plusieurs depuis l'année dernière, je pense que celle-ci mérite vraiment son nom de matinale inspirante. Donc cette matinale a été construite et proposée avec la direction de la culture de la métropole, donc Cédric Vidal ici présent. Voilà, je laisse tout de suite la parole à notre vice-président. Je reprendrai le fil juste après pour vous expliquer comment se va se dérouler cette matinée. Et puis, encore une fois, merci de votre présence et de votre attention et écoute. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est une matinale inspirante, mais ce n'est pas moi qui dois vous inspirer. C'est les 4 structures qui vont vous être présentées, donc je vais être extrêmement bref. Mais d'abord, remercier les équipes de la métropole d'organiser ce type de rencontre qui croise à la fois une politique publique, celle de la culture, et en particulier notre compétence obligatoire du schéma d'enseignement artistique et culturel qui nous conduit à accompagner les conservatoires, les écoles dans l'acquisition de matériel. Et il nous semblait intéressant de croiser cet accompagnement avec des propositions de matériel ou d'innovation technologique qui peuvent vous permettre d'enrichir vos projets, soit vos projets de politique culturelle, soit vos projets d'établissement. En tout cas, c'est bien dans cet état d'esprit qu'a été construit cette matinée. Et puisque je ne peux pas rester après 10 heures, ils ont eu la gentillesse de me permettre de passer dans les 4 très rapidement. Je crois que je vais être capable de les pitcher en 30 secondes chacune et ensuite de me faire détester par chacun d'entre eux. Mais juste pour vous donner un petit peu envie, j'ai compris qu'on avait le meilleur piano du monde fabriqué à Lyon en autonomie qui peut se plier avec un rendu musical complètement incroyable et la surprise particulière qu'il n'a jamais été acheté par les acteurs lyonnais. Donc il faut quand même qu'on remédie un tout petit peu à cela. Si vous validez le fait que c'est bien le meilleur piano du monde électronique, mon corps devient un casque. Voilà. Pour découvrir plein de choses, des environnements sonores, une plateforme de streaming responsable, où tout n'est pas mâché à l'avance, où on a encore le droit de réfléchir dans les contenus qu'on veut consommer, et puis enfin simplifier le lien entre les productions artistiques et la réalité virtuelle. Et ça, en plus, je le connais depuis longtemps, parce qu'il bosse au CCO régulièrement avec une artiste, une chorégraphe, donc c'est des choses que j'ai pu voir. Voilà, donc vous voyez des sujets assez différents. J'espère que je n'ai pas bousillé l'ordre de présentation, mais en tout cas, moi, je suis assez marqué par la qualité de ce qui vous est présenté et qui va vous l'être détaillé d'une manière beaucoup plus importante, puis ils pourront reprendre si j'ai dit des bêtises, mais en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais compris de ces quelques minutes avec chacun d'entre vous. Voilà, et je trouve que c'est
c'est une bonne manière pour la métropole de participer avec les territoires à leurs projets culturels. Et j'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets, parce que je sais que vous avez repéré encore plus d'une dizaine d'autres innovations ou projets particuliers. Donc peut-être qu'on sera amené à renouveler ça. Voilà, je l'ai dit que ce n'était pas moi qui prendrais le plus la parole ce matin. Donc je laisse tout de suite aux organisateurs et à celles et ceux qui vont vous présenter leurs produits, leurs projets, leurs solutions, suivre la matinée. Ok. Eh bien, merci. On ne va pas tarder et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on a organisé cette matinée en 2 grandes étapes. Une première étape qui sera de la présentation. On va vous présenter donc ces 4 entreprises. Elles vont se présenter en 10 minutes chacune. Voilà, on va essayer de garder un bon rythme. 10 minutes de présentation, on laisse 5 minutes après pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on essaiera donc de tenir pour un quart d'heure par entreprise, ça nous amènera jusqu'à 10h30, et à 10h30, on vous laissera la possibilité, donc dans cet espace démo derrière, d'aller discuter plus directement avec les entreprises de manière très informelle, de tester, toucher, écouter, voilà. Et puis on vous laissera libre ensuite de continuer vos échanges. Pour cette première partie donc de présentation, 3 thématiques. Tiens, si tu peux juste cliquer. Voilà, environnement et dispositifs dans un premier temps. Donc c'est l'entreprise L'Eau Sonnante qui va ouvrir le bal et qui va nous en parler. Culture et apprentissage, donc on aura Indélab et Holomaker. Et ensuite, instruments avec les pianos Phoenix. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse nos amis de L'Eau Sonnante présenter leur solution. Et puis voilà, 10 minutes et ensuite des questions. N'hésitez pas. Vous mettez au pupitre directement ? Oh, non, c'est aussi simple comme ça. Ouais. C'est plus simple au pupitre. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Et merci Sylvain Ifra de nous avoir invités pour cette matinale inspirante. Espérons que L'Eau Sonnante puisse rimer avec inspirante ce matin. Donc, je vais vous présenter notre entreprise, L'Eau Sonnante. Alors nous, ce qu'on propose, ce sont des bornes sonores par conduction osseuse. Donc qu'est-ce que la conduction osseuse ? La conduction osseuse, c'est simplement le fait de pouvoir écouter des sons avec son propre corps. Et là, on va utiliser en fait nos coudes, c'est notre solution proposée, qu'on va poser sur notre dispositif et le son va voyager des coudes dans l'avant-bras jusqu'au bas de la main, qu'on vient poser sur ses oreilles comme ceci, pour faire comme un casque avec son corps. Donc cette solution, elle a plusieurs avantages et elle présente quand même aussi plusieurs applications qui sont assez intéressantes, surtout pour les sites culturels type musée, château, jardin de château, etc. Il y a aussi des sites touristiques comme les parvis, les belvédères, les sentiers à thème. Mais aussi, ça peut... Alors, on a aussi un petit peu dans les espaces ludiques du type aquarium, tout ce qui est un peu plus ludique. Et on a beaucoup d'intérêt de la part d'acteurs de l'enseignement, que ce soit par exemple la Philharmonie des enfants à Paris ou d'autres types d'enseignement, parce qu'on va jouer justement avec la perception qu'on peut avoir lorsque les sons traversent notre corps et comment ils sont ressentis. Donc il y a beaucoup d'aspects sur le ressenti, et c'est un des aspects primordiaux de L'Eau Sonnante, justement. Alors pourquoi ? Parce que quand on écoute avec son corps, on s'implique. Il y a un effet en fait, où on va aller chercher, on va être actif, on ne va pas être passif. Et les sons, en fait, on va aller les chercher. Et selon la position qu'on va adopter, on va s'auto-paramétrer un petit peu. C'est-à-dire que la façon dont on se situe, dans la posture qu'on va adopter, la façon dont on va mettre nos mains, la façon dont on va appuyer, ou on va se boucher les oreilles plus ou moins, va faire qu'on va plus entendre, moins entendre, qu'on va gérer un peu le volume sonore à sa guise, avec la possibilité toujours de laisser une ouverture extérieure si jamais on va entendre des sons environnants, ou alors, au contraire, de se fermer complètement et de créer une bulle sonore qui soit un peu plus hermétique. Cet aspect-là est quand même assez intéressant et intéresse aussi beaucoup, en particulier nos prospects et nos clients, puisque on s'aperçoit que les gens sont quand même à la recherche, enfin les gens, je veux dire les gestionnaires de sites en général, sont à la recherche, dans leur parcours visiteur, de la création d'une émotion, d'une expérience, et pas simplement de la transmission d'un savoir.
Et donc les visiteurs, en général, se souviennent d'un parcours où l'eau sonnante a été intégrée, puisque, justement, ils vont pouvoir en parler ensuite. Et puis l'aspect mémoriel de ce qu'on retient en général d'un parcours de visite, c'est souvent ce qui nous a touché un petit peu émotionnellement. Ce n'est pas simplement ce qu'on a appris. Ça peut aussi être un levier vers quelque chose de plus didactique, vers un apprentissage, mais c'est au départ quand même un ressenti, puisque c'est une façon totalement nouvelle d'écouter du son, les gens n'ont pas l'habitude. Et donc, du coup, y a quand même ce côté-là d'essayer quelque chose, en fait, une posture. Donc, on a souvent des réactions assez intéressantes et marrantes, parce qu'on observe beaucoup les visiteurs qui essayent. Alors, on a beaucoup de gens qui croient un petit peu à la sorcellerie, qui vont mettre leurs mains et qui vont vite relever, en disant il y a quelque chose, et ils vont regarder dessous, etc. Puis, il y en a d'autres qui vont passer beaucoup de temps, fermer les yeux. On a là tout type de comportement vis-à-vis de ce genre d'écoute. Alors, qu'est-ce qui est nouveau réellement dans la fête d'écouter avec son corps? C'est pas tellement la conduction osseuse, puisque ça existe depuis toujours, c'est un fait. Les sons sont très bien conduits par les solides, et les os du corps étant solides, on utilise cette propriété physique pour conduire les sons. C'est d'ailleurs comme ça que Beethoven, à la fin de sa carrière, commençait à écouter ses propres mélodies. Il mettait la baguette entre ses dents, il orientait un petit peu sa tête de façon à ce que l'extrémité touche la caisse de résonance du piano. Quelqu'un jouait sa mélodie à sa place et il pouvait comme ça entendre ce qu'il avait lui-même composé. Ça a aussi été utilisé dans plusieurs opérations par l'armée, par exemple, la conduction osseuse, avec des accessoires cette fois-ci, pas avec le propre corps. C'était comme des petits casques finalement, qu'on retrouve d'ailleurs chez les joggers et ceux qui font du vélo, surtout dans les villes, pour être à la fois conscient des dangers environnants, mais pouvoir entendre des sons et leur musique. Donc ce qui est réellement nouveau, en fait, c'est l'usage que nous, l'eau sonnante, on propose. C'est l'usage qu'on en fait, où on va l'utiliser dans le cadre de la valorisation d'un patrimoine, par exemple, ou dans le cadre de la médiation culturelle, ou d'un apprentissage quelconque par les sons, par les perceptions. C'est cet aspect nouveau qu'on met beaucoup en avant, évidemment, et c'est ça qui est intéressant. Alors, les autres avantages qu'on peut trouver à l'écoute par la conduction osseuse et par la eau sonnante telle qu'on le présente, c'est que c'est parfait pour les lieux bruyants. Alors en général, le son est souvent un conflit. Soit c'est très bruyant, on a du mal avec des haut-parleurs à envoyer du son dans un espace et à pouvoir être intelligible, en fait, à pouvoir comprendre ce qui est donné à écouter. L'autre conflit, ça peut être le bruit, le bruit que génèrent justement ces haut-parleurs. Donc soit c'est trop bruyant, on n'entend pas le son, soit on crée du bruit et on empêche d'autres sons d'être joués. Donc ce conflit sonore en fait est géré parce que là on va pouvoir entendre le son qui est proposé, mais les gens autour n'entendront rien du tout. Donc l'objet reste silencieux. Alors pour être tout à fait exact, parce qu'on a peut-être un parterre quand même de gens un peu spécialisés dans le son, c'est pas silencieux, c'est quasi silencieux. Donc ça donne l'illusion d'être silencieux parce que les sons s'échappent légèrement du dispositif, mais avec le bruit environnant il est largement compensé, et donc l'impression c'est que c'est silencieux. L'autre façon aussi de voir, c'est le côté un petit peu accès direct, quoi, sans accessoires. Il n'y a pas besoin de casque qu'on vient mettre, ou il n'y a pas besoin d'accessoires divers qu'on vient mettre. C'est simplement nous, on arrive, on pose ses coudes. On n'a pas besoin de s'équiper finalement. Ça c'est aussi intéressant en termes de maintenance, d'hygiène, et puis d'accès direct finalement et simplifié. Voilà ce que je voulais vous dire sur le côté un petit peu avantage. Alors, comment est né ce projet ? Ce projet existe depuis 5 ans maintenant. Bien que la société L'eau sonnante soit une nouvelle société, nous on a créé la société en mai 2021 avec mon associé Olivier Lebas ici présent, et l'accompagnement d'une SAT, donc d'une société accélératrice de transfert de technologie, Linxium à Grenoble. Mais en réalité, le projet remonte à 5 ans où des chercheurs du CNRS, des laboratoires Pacte et Cresson, qui s'intéressent à l'architecture, au paysage et à l'espace par rapport au son, justement, ont eu pour mission de valoriser un lac, le lac de Paladru en Isère, sans faire de bruit, justement, pour protéger la faune. Et c'est eux qui ont pensé à utiliser la conduction osseuse dans ce cadre-là. Ils ont développé le projet jusqu'à en fait, obtenir une preuve de concept qui était assez satisfaisante. Ils n'ont pas souhaité créer une société et poursuivre l'aventure dans l'entreprise. Et donc, ils sont revenus dans leur labo de recherche fondamentale. Et c'est comme ça que Linxium, justement, s'est emparé du projet et que Olivier et moi avons rejoint cet incubateur
pour créer l'eau sonnante. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les chercheurs, bon, ils nous ont bien aidés, mais ils nous ont laissé quelque chose quand même de pas du tout commercialisable, hein. C'était un truc de 70 kilos où on pouvait entendre quelques sons. Et tout notre travail, ça a été justement d'arriver à quelque chose qui répond clairement à des besoins d'un marché, donc site culturel, site touristique, site ludique, et puis enseignement, pour répondre à des besoins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà concentré toute la technologie dans un boîtier qu'on présente ici, qui fait 3 kilos. Et c'est ce boîtier-là qui permet, en fait c'est notre plus-value, elle est là. Elle est dans ce boîtier-là qui permet d'écouter par conduction osseuse en posant ses coudes. Et ça permet de s'intégrer et ça offre une grande liberté scénographique parce que ce boîtier peut s'affranchir complètement de son support. Là, on va vous présenter un meuble avec le boîtier intégré. C'est un meuble position assise, intérieur, finition bois. Mais après, c'est à vous d'être imaginatif et d'imaginer qu'on peut extraire de ce meuble ce boîtier et de le mettre dans n'importe quel type d'élément, dans n'importe quel type de matériau. Par exemple, sur un meuble fait sur mesure, ou même des éléments naturels comme le bois, une souche d'arbre, un rocher, pour donner l'illusion que le rocher parle et explique son histoire. Sur une rambarde de pont, par exemple, pour écouter la musique que peut faire l'eau qui passe en dessous. Dans des jardins de châteaux, par exemple. Enfin, on peut imaginer n'importe quel type, justement, de scénographie et faire place à la créativité grâce au concentré de technologie dans ce boîtier. Alors, l'autre chose qu'on a fait aussi, c'est de améliorer largement la qualité sonore, de façon à ce que tout type de son puisse être intelligible. Donc il y a de la musique, évidemment, des textes, des bruitages, des bruits d'animaux. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, sachant qu'il y a une légère déperdition, enfin il y a une déperdition de la qualité sonore quand les sons passent dans les eaux, puisque les basses fréquences arrivent beaucoup plus vite que les hautes fréquences. Donc Olivier rétablit en filtrant les hautes fréquences de façon à ce qu'on entende par conduction osseuse de la même manière, d'une façon similaire, alors pas haute définition, mais quasi similaire à ce qu'on entendrait normalement par la voie aérienne et l'oreille externe. On a aussi travaillé avec un acousticien pour rendre justement les décibels par voie aérienne silencieux et que les décibels soient concentrés par la conduction osseuse et la captation par les coudes. Et tout ça, ça nous a donné un produit finalement qui est assez... on va dire apprécié. On fait beaucoup de salons professionnels, on a souvent des retours qui sont très valorisants, très flatteurs, et puis qui nous encouragent énormément. Et puis on a nos premiers clients là, depuis 1 an, justement. Donc, par exemple, on a la Cité des Sciences et l'Industrie à Paris. On a la Fondation Grand Paradis en Italie, parc national, qui est l'équivalent de la Vanoise, mais en Italie. On a par exemple l'aquarium Cité de l'Océan à Biarritz. Donc voilà, on peut avoir des tout petits musées, comme le musée archéologique de Saint-Laurent à Grenoble. Donc on s'adresse à des musées qui peuvent avoir 3 employés, comme à Cité des Sciences qui en a 1000. Elle marche aussi en intérieur et en extérieur. Donc ça permet aussi d'avoir des clients du type Château de Bonaguil dans le Lot-et-Garonne, ou sur le parvis du château, le fantôme Béranger, le seigneur de Bonaguil, accueille le visiteur, d'abord de façon hostile. On lui demande qui va là, et puis finalement qui l'invite à visiter son château. Donc il y a toute une mise en scène à créer, il y a toute une composition sonore qui peut être très intéressante. Et ce qu'on privilégie, nous, c'est souvent de faire place à la créativité, justement, et à l'imagination dans... j'arrive à la fin, c'est ça ? Dans la création sonore. Et de, par exemple, imaginer des situations où on pourrait écouter l'indéfiniment petit, par exemple tous les fourmillements d'insectes qui seraient à l'intérieur d'une souche d'arbre, ou l'infiniment grand, un volcan qui se réveille, la montagne qui bouge, ou des choses comme ça. En tout cas, on travaille beaucoup avec des compositeurs, et ça, c'est très intéressant. Par exemple, Alexandre Lévy sur le projet Aux Racines du Son au Musée archéologique de Saint-Laurent, et qui nous apprend lui-même, en fait, pas mal de choses, puisque c'est un dispositif qu'on auto-découvre nous-mêmes aussi au fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai terminé. Je suis ouvert à toutes les questions. Oui, je pense qu'en fait tout le monde a envie de tester, hein, c'est ça. C'est le test, voilà. Donc on laissera la possibilité ensuite, voilà, dans l'heure qui vient, de tester. Oui, je vous coupe parce que on va essayer de garder un certain rythme. S'il y a des questions, je vais faire passer un micro. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va prendre 5 minutes.
Bonjour, j'aimerais savoir si, par exemple, on achète ce dispositif, on est autonome dans le sens où on peut mettre les musiques qu'on veut et tous les mois on les change, ou on doit passer par vous? Alors non, en fait, le dispositif émet un émet un petit réseau Wi-Fi qui est caché, donc les gens ne pourront pas se mettre dessus avec leur téléphone. Grâce à ça, on peut se connecter, enfin le gestionnaire du site se connecte et peut télécharger autant de pistes qu'il veut. Toutes les sortes qu'il veut en fait. Et après il peut les ordonner, les nommer de façon à organiser ses pistes. Il peut aussi gérer le volume, la luminosité des LED et la sensitivité des capteurs. Donc c'est complètement autonome. Voilà. Il y a une petite application web assez facile pour communiquer et être autonome. Après nous on est toujours là en support, mais l'idée c'est l'autonomie. Petite question au fond. Les personnes sourdes ont-elles testé le dispositif? Oui, on travaille beaucoup avec les personnes sourdes. On est là au stade de l'observation, c'est-à-dire qu'on a eu, grâce à certaines associations, accès à un panel de personnes déficientes auditives, et on s'aperçoit que y a quand même une piste à creuser là-dessus, parce qu'on utilise son oreille interne et pas son oreille externe ni moyenne, et donc nos premières observations laissent à penser que les gens qui sont déficients de l'oreille externe ou moyenne, justement, du fait qu'ils ne l'utilisent pas, peuvent, grâce à leur oreille interne, écouter des sons. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera complètement intelligible et que par miracle, ils pourront écouter un texte auquel ils n'avaient pas accès par ailleurs, mais ils vont pouvoir écouter quand même des sons. Donc on serait plutôt sur des musiques, voilà, des musiques lentes et graves, que sur du texte débité très rapidement. Mais en tout cas, ça leur donne accès à quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet, une mission qui s'appelle Mission Handicap, et qui va nous permettre justement d'aller un peu plus loin que l'observation empirique et d'avoir certains éléments un peu plus scientifiques, justement. Je pourrais vous répondre avec plus de précision en fait dans un an, mais voilà, on en est là pour l'instant. Et il est alimenté comment ? Là, c'est une alimentation électrique sur le secteur, simplement. Donc pour les cas extérieurs, il faut être proche d'une infrastructure reliée à l'électricité. Il ne faut pas trop s'en éloigner. Par contre, si on a un belvédère en haut de la montagne, on aura un problème. Est-ce qu'il est étanche ? Alors, il est étanche pour l'extérieur. Le boîtier est complètement étanche. Il est aussi résistant aux canicules et au gel. Donc, on l'a testé dans plusieurs conditions assez extrêmes. On l'a mis avec un jet d'eau, on l'a mis dans un four. Voilà. Et c'est quel genre de capteur ? C'est des capteurs capacitifs, voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est des petites bouts de cuivre qui détectent la présence d'un coude. Ouais, conducteur. Oui. Et c'est quel coût ? Le boîtier, c'est 3 180 €. Merci. Alors, on développe aussi une solution autonome en énergie, soit par panneau solaire, soit par batterie rechargeable. Et là, en fait, on s'oriente sur une troisième voie qui serait une petite manivelle du style dynamo qu'on rechargerait, qui permettrait à l'utilisateur d'arriver, d'écouter parce qu'il serait chargé, ou au cas où il est déchargé, de recharger lui-même les batteries. Parfait, merci. On laissera les questions après pour les échanges et les tests physiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de la présentation et de cette innovation. Alors, on va accueillir l'entreprise, non ? Indélab ? Coopérative. La coopérative Indélab. Oui, allez-y directement. Par contre, pour le... Bonjour, je vais contextualiser ici quelques mots, si vous le voulez bien, puis après je vous présenterai plutôt sur ordinateur. Je voulais effectivement vous donner un petit peu la genèse, parce qu'elle est singulière. Du coup, moi je m'appelle Éric Petrotto, je suis très heureux effectivement d'échanger avec vous et de vous présenter Indélab, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une structure qui a regroupé un écosystème d'acteurs autour d'une problématique qui nous semblait, mais qui nous semble encore importante, qui est le partage de la valeur
pour les artistes, pour les producteurs, pour toute une chaîne, on va dire, d'agitateurs, de créateurs, de penseurs dans la musique. Et donc on a réuni des bibliothèques, on a réuni des salles de musique, des radios, des créateurs de contenu, des fédérations. Et donc on a mis effectivement tout ce beau monde dans une société coopérative. Ça a 10 ans aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que c'était au mois de mars, donc je ne sais plus quelle date exacte, mais ça a quand même 10 ans. Et avant ça, 10 ans avant, donc moi j'ai fait une école de musique à Rive-de-Gier, c'est juste à la frontière. Et ensuite j'ai été musicien pendant 10 ans. Et c'était en pleine tsunami de la révolution numérique, où d'un coup, vous faisiez des choses passionnantes, mais il n'y avait plus aucune valeur en face pour professionnaliser l'émergence. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais ressenti très fortement comme ça. Donc, on était allé voir quelques acteurs lyonnais, en l'occurrence Jarring Effect, des bibliothèques assez engagées, comme la bibliothèque à Pardieu, pour co-créer une association qui a été une fédération de labels indépendants, qui s'est appelée CD1D, et qui, en 10 ans, est devenue la plus grosse fédération de labels indépendants. Elle avait regroupé la moitié des labels français. Et donc, on était devenu un interlocuteur privilégié, effectivement, des réflexions qui pouvaient être portées sur le territoire. Bon, beaucoup à Paris, vous connaissez la centralisation, mais beaucoup aussi sur nos territoires avec des acteurs engagés qui, effectivement, souhaitent que les choses bougent, les lignes bougent, les choses changent. Et de cette fédération est née la Société coopérative d'intérêt collectif qui a mis en place la première plateforme de streaming équitable. Donc un partage de la valeur qui est différent de tout ce qu'on peut voir, un accès à un catalogue qui est bien évidemment restreint parce qu'il faut qu'en face, ceux qui nous livrent puissent accepter ces règles de partage de la valeur. Donc on a réuni Believe Digital, qui est devenu le plus gros, on va dire, agrégateur, l'équivalent d'un distributeur numérique à l'échelle mondiale aujourd'hui, un acteur français. Idol, qui est aussi un agrégateur, un distributeur, mais qui a un catalogue un peu plus restreint et plutôt spécialisé dans la musique électronique. Pias, Harmonia Mundi, que vous devez connaître. Et donc on a 10 millions de titres qui sont notre terrain de jeu sur la plateforme de streaming équitable. Cette plateforme est fermée, c'est-à-dire que pour y avoir accès, il nous faut un code, un login et un mot de passe. Donc c'était déjà une hérésie quand on vous disait que vous alliez faire quelque chose dans le net qui n'était pas avec une version freemium. Ben là non, on l'a destiné à des lieux qui voulaient effectivement brasser un catalogue pour découvrir ou redécouvrir de manière différente avec leur communauté et que en fait elle était reliée à toute leur politique éducative. Donc en l'occurrence effectivement nos interlocuteurs privilégiés ont été les bibliothèques. On a connecté 2000 lieux aujourd'hui. 2000 lieux, parce que quand vous travaillez avec une bibliothèque départementale de prêt, bah, du coup, vous avez plusieurs lieux sur un seul interlocuteur. Donc ça, c'est voilà, c'est pour le contexte. On ne s'est pas arrêté à la musique. On a mis la musique dans un kiosque qui s'appelle le kiosque Diversities. Et dans ce kiosque, on a aussi opéré la même chose dans le jeu vidéo indépendant pour aller découvrir effectivement autre chose que le mass market peut vous proposer, ou les jeux en ligne, ou si vous avez des enfants, vous voyez très bien de quoi je parle, et du documentaire d'art et d'auteur, avec un partenariat fort avec Tank, de la musique pour enfants et des livres audio avec un partenariat fort avec Monkey, une plateforme parisienne, et du théâtre en ligne. Et donc ce kiosque est proposé à des comités d'entreprise, il est proposé aux instituts français, il est proposé aux bibliothèques et bibliothèques départementales de prêt, et pour la partie musicale, on a aussi effectivement quelques écoles qui jouent avec la matière. Donc ça, c'était pour le contexte, et je vais vous montrer, parce que je pense que c'est le plus simple, la singularité effectivement de l'outil qu'on a développé depuis 10 ans. Ça n'arrête pas d'évoluer, vous connaissez le numérique, vous êtes sans cesse obligé de repeindre votre chambre. Donc de mettre à jour en permanence tout. Alors, comment on va trouver la présentation ? Voilà. Donc vous arrivez sur une plateforme qui a la particularité d'avoir des capsules. Bon, il faut comprendre la notion de capsule et de web capsule. Vous imaginez une capsule où vous regroupez des éléments que vous contextualisez avec des mots, une photo, et dans ces éléments, vous pouvez mettre un album, un label, un artiste, une playlist, 3 albums, 6 playlists, 50, ce que vous voulez. En fait, vous créez comme une pièce d'un musée où vous rentrez et vous faites une proposition.
Vous pouvez y mettre des mots. Ça, c'est important parce qu'ensuite, le moteur de recherche, bien évidemment, va pouvoir jouer avec tous les mots. Et vous pouvez y mettre une petite photo pour expliquer que là, en l'occurrence, vous faites une capsule sur les victoires de la musique 2022. Chez nous, on a une éditorialiste qui fait des capsules. Mais chaque lieu fait des capsules depuis 10 ans. Et donc, ces capsules que vous voyez ici se retrouvent dans la réserve à capsules. Et dans la réserve à capsules, chaque lieu peut aller copier les capsules des autres. Donc là, c'était il y a 21 heures. Voilà. C'est le Centre culturel communautaire des Cordeliers. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Mais vous avez la Bibliothèque municipale de Lyon. Voilà. En gros, vous allez voir, en tant que professionnel, les capsules que vos collègues ont faites. Ce qui permet effectivement de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe chez eux aujourd'hui, en ce moment, ce mois, etc. Et de vous dire, ça m'intéresse, je la fork, je la copie. Vous ne changez pas la matrice, vous venez vous l'accaparer, ils vous l'ont autorisé. Et en gros, ça vous permet de venir la modifier pour la recontextualiser pour votre lieu. Parce que d'un coup, vous avez une expo photo, ou alors vous recevez un artiste, et d'une façon ou d'une autre, c'est presque l'histoire que vous vouliez raconter, mais vous voulez la recontextualiser. Vous en avez l'autorisation. Et la capsule que vous aurez faite, recontextualisée, vous pouvez la mettre dans la réserve, bien évidemment, et comme ça tourne. Donc ça vous permet d'avoir comme ça une éditorialisation très organique par rapport à des lieux qui sont en lien avec leur territoire, qui sont en lien avec leurs histoires à un instant T, leurs histoires avec la gravité au sol parce qu'ils viennent de je ne sais où, et les histoires qu'ils ont envie de raconter sur effectivement la manière dont ils veulent agiter, éduquer leur communauté. Ça, c'est une plateforme fermée. Franchement, on pourrait aller voir qu'est-ce qu'on a. On a du Miles Davis, je vous rassure. On n'a pas tout Miles Davis, mais on a un peu du Miles Davis. Et je me suis toujours dit, un peu à l'image de on rentre dans un CDI, on n'a pas tout, mais on a quelqu'un qui vous explique qu'il y a ça, et qu'avec ça, vous pouvez, parce que ça a changé votre vie complètement, vous ouvrir les chakras en dehors du CDI. Il faut le voir comme ça. Parce que souvent, on nous a comparé depuis 10 ans, mais vous n'allez jamais pouvoir être aussi fort que Deezer. Mais je crois que Deezer n'arrive pas à être plus fort que Spotify. Et en fait, je crois que ça n'a jamais été notre volonté. C'était plus de dire, on a une équation, regardez, qui partage la valeur différemment. Donc, c'est responsable quand vous écoutez chez nous. Ça s'adresse à des communautés. On n'a pas tout, mais on a déjà de quoi raconter les histoires pour permettre la curiosité. Jouez avec et vous verrez. Et bon, ça fait 10 ans que les gens, enfin en tout cas que les structures s'abonnent, donc ça a l'air effectivement d'avoir un certain écho. Donc vous avez tous les genres, vous avez des capsules qui sont mises en avant, vous avez bien évidemment dans le fait de parcourir un moteur de recherche, des genres, des radios thématisants, enfin qui sont thématisés par genre pour pouvoir effectivement aller et brasser le catalogue dans sa découverte. Là où effectivement on peut se dire c'est compliqué, c'est que ça reste fermé. C'est-à-dire que si on sort du CDI, si on sort du pass de la région, ou si on sort de telle bibliothèque ou de telle école de musique, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bon, ça dépend quel abonnement vous avez. Vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir une communauté à qui vous envoyez des invitations. Ils peuvent retrouver tous ces services chez eux, de partout, sur leur téléphone. C'est en responsive, donc ça s'adapte de partout. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on a effectué avec les instituts français, je crois aussi avec une école du côté de Nantes, enfin... Frédéric qui fera l'atelier cet après-midi, voilà, pour ceux qui voudront en savoir plus, vous expliquera un peu plus en détail. Mais on peut en fait prendre ces capsules, ces playlists, et les mettre dans une web capsule ouverte. Où là vous retrouvez... alors, j'ai pas compris pourquoi les instituts français à Berlin voulaient mettre Squeezie, mais à un moment donné vous répondez à une commande, donc voilà, on commence par Squeezie dans sa playlist. Et en gros, eux, c'est... vous imaginez le monde d'avant, donc Institut français à Berlin, et ils commandaient des CD. Ils commandaient des CD et ils s'adressaient à des lycéens, communauté française, qui se trouvent à Berlin. Et du coup, ils n'ont plus les droits par rapport à ces CD. Donc ils se rapprochent de nous, on leur fait une web capsule, qui est l'équivalent de vous retrouver l'environnement du CD, et ensuite on peut aller plus loin en mettant des fiches pédagogiques, ou des, je sais pas, on pourrait mettre un lien YouTube là si on veut, on s'en fout, on n'est pas dans une sorte de vouloir une approche ultra fermée, on est dans un monde complètement ouvert, tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde va sur YouTube, donc vous pouvez dans cette web capsule effectivement continuer à raconter des histoires en allant prendre
ce qui est issu de la plateforme de streaming équitable et de l'élargir dans le propos avec effectivement d'autres liens qui peuvent être des liens que vous avez faits spécifiquement, une fiche pédagogique, un accès vers la découverte d'un musicien ou effectivement des ressources externes que vous trouvez intéressantes parce que France Musique a fait une émission super intéressante ou que sur YouTube, il y a un truc génial à pas rater, quoi. Et donc toute cette web capsule ensuite, du coup, c'est juste un petit lien tout bête qu'on envoie de partout. Donc par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux, dans en partage via un QR code. Enfin, vous faites effectivement ce que vous voulez. Est-ce que c'est bon ou tu as encore... Non, c'est bon. Je voulais juste montrer. Je ne sais pas s'il y a des codeurs dans la salle, des gens qui sont un peu férus du monde numérique. Parce qu'on s'est pas mal inspiré d'une plateforme que j'avais trouvée assez géniale, qui a été rachetée par Microsoft depuis, mais une alternative est née. C'est souvent comme ça dans le digital, c'est assez marrant, et c'est tant mieux, qui s'appelle GitHub. Le fait d'avoir ces notions de Git. Donc en gros, GitHub, là où c'est complètement incroyable, c'est que vous avez une communauté de développeurs dans le monde entier qui codent chacun de leur côté. Et en fait, vous pouvez travailler avec le monde entier sans se connaître, parce que dans un environnement, vous pouvez déposer du code et puis d'autres peuvent coder. Et donc il y a une sorte comme ça d'hiérarchisation, de versionnage, une sorte de règle qui fait que vous ne faites pas n'importe quoi quand vous construisez votre building numérique. Et ce qu'il y a d'assez génial dans GitHub, c'est que vous avez une partie complètement free. Tout le monde s'inscrit, tout le monde peut aller coder. Donc vous vous dites, mais voilà, c'est quoi le modèle économique ? On va y venir juste après. Mais ce qui se passe dans la partie free, c'est qu'il y a des influenceurs qui naissent, en fait. Parce qu'il y a des jeunes, on s'en fout de la couleur de leur peau, de leur âge, ils sont en train de coder, et puis en gros, juste la qualité de ce qu'ils font, parce qu'ils sont en train de participer à ces constructions dans différents environnements à l'échelle mondiale, d'un coup, on les trouve plutôt bons, donc ça leur permet aussi demain d'avoir un destin commercial, parce que salarié ou entrepreneur. Et sur la partie privée, parce que vous pouvez vous abonner en tant qu'entreprise ou en tant que structure qui a besoin d'un endroit pour versionner, déposer du code, travailler avec des gens dans le monde entier, là, il y a une propriété intellectuelle. Et en fait, ce modèle, j'ai toujours trouvé incroyable de se dire, mais dans le gratuit, le partage, c'est plus de l'argent dont il est question, mais c'est une sorte de notoriété, d'éditorialisation, de qualité d'influence, en fait, qu'on peut effectivement faire naître. Et de l'autre côté, effectivement, on trouve un modèle économique pour que tout ça ait un sens, parce qu'il faut trouver, bien évidemment, la résolution de cette équation économique. Et la réserve, et effectivement, ces deux milieux connectés, je me suis inspiré de ça pour qu'on puisse, effectivement, avec l'équipe, le mettre en place. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Eric. Pareil, s'il y a des questions, on va prendre 5 minutes. Sachant que vous aurez le loisir après de tester aussi ou de rentrer plus dans le détail de la plateforme. J'ai l'impression que ça a été hyper clair. Ou alors super complexe, je ne sais pas. Non, je sais pas très... Bon. Merci pour votre attention. En tout cas, merci. Ouais. Eh bien, écoutez, on vous laissera... Alors, on va changer de... Ah non, on va rester dans la même catégorie. Donc, je vais inviter Holomaker, donc Maxime Tourout, présent là. Tu as besoin de... Alors, attendez. Je crois que c'est ici. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Bonjour à tous. Et je passerai les slides? Ouais, avec plaisir. Du coup, juste, nous, on est une start-up. Donc on s'appelait Holomaker il y a encore un mois. Maintenant, on s'appelle Revility pour des raisons d'INPI. Qu'on est en train de créer la structure. Donc, je m'appelle Maxime Tourout. On est deux sur ce projet. Moi, j'ai un profil entrepreneur où en fait, je travaille sur des projets artistiques ou des projets qui touchent aux nouvelles technologies. Et là, je suis en partenariat avec Tom Beignac, qui lui est docteur en intelligence artificielle. Et donc, on est en partenariat avec l'Université de la Sorbonne pour faire des recherches qui permettraient d'utiliser l'intelligence artificielle dans des usages créatifs en réalité augmentée. Alors du coup, la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas le casque qu'on met, ça c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est l'idée de prendre son téléphone portable en fait,
de venir filmer un espace et de voir apparaître des choses à travers l'écran. Donc l'exemple le plus populaire, c'est le jeu Pokémon Go. On peut faire apparaître des Pokémon dans la rue. Et donc ça existe depuis un moment. Un autre usage qui est très connu, c'est les filtres qu'on peut avoir sur Snapchat, Instagram, où on peut se mettre des oreilles de lapin. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la réalité augmentée, ça a un potentiel de dingue. Quand on en parle aux gens, ils vont plutôt imaginer qu'on peut faire ça. Par exemple, une personne qui vient jouer aux échecs avec un hologramme. Et aujourd'hui, on peut toujours juste faire des oreilles de lapin. Parce que, en fait, c'est une technologie qui est très dure à prendre en main, qui n'est pas accessible du tout. Il faut avoir accès à beaucoup de compétences en développement informatique, en création de modèles 3D. Il faut avoir accès à du matériel si on veut faire des captations. Donc, il y a des studios de captation qui coûtent très cher aujourd'hui. Et donc, nous, on vient, en fait, avec l'intelligence artificielle, essayer de casser ces verrous techniques pour rendre la réalité augmentée accessible à tous. Et ça, c'est notre premier prototype, du coup, qui permet, en fait, avec juste un téléphone portable, de filmer, par exemple, là, une scène de danse, en studio de danse, et d'avoir en fait une intelligence artificielle qui va comprendre l'environnement, être capable de reconnaître les différents danseurs et dans cet usage-là, de les séparer du fond. Donc en fait, là, on a repéré les différents danseurs. Vous voyez, il y a 3 petites vignettes. Il y en a une où on a les 2 danseurs, une avec l'un et une avec l'autre. Et donc ce qu'on propose, c'est donc de filmer des scènes, d'avoir ce détourage automatique. Donc ça, c'est déjà une opération qui, si on n'a pas cette technologie-là, va prendre 2 semaines en fait. Il faut avoir un studio de tournage adapté, il va falloir faire de la post-production, etc. Et on propose en fait de les reprojeter en réalité augmentée, donc où on veut dans l'espace, sous une forme d'hologramme en fait. Et ça, c'est un outil qu'on a conçu pour faire de la création chorégraphique en réalité augmentée, avec la chorégraphe Natacha Paquignon. Donc là, on est sur un projet notamment à Villeurbanne avec le CCO de Vaux-en-Velin, et aussi à Tassin la 2001. Donc ça, c'est notre technologie-là. On travaille sur des outils qui sont vraiment pour faire de la création artistique. Et en fait, ces technologies-là, on y voit un potentiel pour aller un peu plus loin, notamment peut-être pour les écoles de musique. Et ça, c'est ce qui est possible de faire aujourd'hui. On peut filmer une personne avec un téléphone portable, avec une webcam, donc en fait sans aucun matériel spécifique, et on est capable en fait de reconstruire l'enveloppe 3D de la personne, retrouver les différents joints du squelette. Et on peut le faire de façon en fait assez précise, notamment par exemple là j'ai pris l'exemple d'une personne qui déplace ses mains autour d'une tasse. On est capable d'avoir la position très précise des doigts. Et ça, c'est des choses qui peuvent être filmées vraiment sans aucun matériel. Et c'est là la grande différence, parce que ça existe déjà depuis longtemps. On peut faire des captations comme ça, mais c'est très onéreux et il faut ce matériel-là. Aujourd'hui, ça devient accessible de faire ça avec un téléphone portable. Donc, j'ai mis quelques exemples de cas d'usage, on pourrait imaginer, mais vous aurez sûrement plus d'idées que moi. Par exemple, filmer une performance au piano, et être capable en fait, de reprojeter cette performance pour voir tous les mouvements des doigts, analyser ce qu'on a fait pour progresser ou transmettre quelque chose. Voilà, donc après, moi j'ai mis quelques idées. On pourrait imaginer qu'en fait, on peut jouer du piano sans piano. En fait, on a une caméra qui filme les mains et on peut reproduire un son de piano ou d'un autre instrument. Et voilà, on peut aussi se dire, par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait un piano derrière. On pourrait imaginer, là, je pourrais faire la démo tout à l'heure, filmer quelqu'un qui fait la performance au piano et ensuite le repositionner et le remettre en train de jouer en hologramme voilà, pour le voir jouer alors qu'il n'est plus là. Donc ça, c'est les possibilités de la technologie. Moi, je vais être disponible du coup au fond de la salle. Je pourrais vous montrer le prototype du slide d'avant. Et au plaisir de vous montrer d'autres exemples de cette technologie-là et de ce qu'on pourrait créer avec. Ben merci, c'était hyper clair en tout cas. Donc tout ça avec juste son téléphone. C'est ça, c'est l'idée. Donc c'est vraiment des recherches qui sont à l'état de l'art, il faut le savoir. Donc c'est des choses qui doivent être maintenant implémentées pour être utilisées sur un téléphone portable. Mais oui, en tout cas, notre premier prototype, c'est sur le téléphone. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Et là, cette invention, cette innovation en tout cas, est destinée au grand public, à quiconque détient un téléphone portable, ou plutôt dans un cadre pour des professionnels Alors nous, là, on a développé... notre but, c'est de casser l'accès à la réalité augmentée pour tous les domaines. Là, notre première approche, c'est de rendre ça accessible à tous les types de créateurs de contenu. Donc ça peut être le grand public, ça peut être les artistes numériques, comme le projet qu'on a en ce moment à Vaux-en-Velin.
Comme aussi, là on est en partenariat avec par exemple plusieurs lieux culturels, le Cube, la ADN à Lyon, Syntex à Reims et Seconde Nature à Marseille. On est en train de poser un dossier de subvention pour faire de la médiation numérique aussi, parce que ça permet par exemple de rendre accessible la création de contenu en réalité augmentée à n'importe qui, puisqu'il suffit d'un téléphone portable. Alors qu'avant, il fallait tout de suite ouvrir un ordinateur, ouvrir les logiciels de 3D, etc., qui sont pas accessibles à des jeunes publics. Donc voilà, on s'ouvre au monde avec ça. Et du coup, le modèle économique, alors, c'est quoi? Alors, pour notre application mobile, on va faire un modèle économique par abonnement. L'idée, c'est que tout le monde puisse créer gratuitement avec l'outil, un peu à l'image de GitHub, en fait, qu'on puisse avoir des communautés et que chacun puisse expérimenter et pouvoir tester et se dire, bon, OK, maintenant, j'ai accès à cette technologie-là. J'ai testé, je me dis, OK, je peux peut-être faire ça avec dans le cadre de mon métier, et ça m'intéresse. Et là, du coup, on propose des formules par abonnement qui permettent de créer plus de contenu de plus longue durée, avec des captations plus précises, etc. Alors moi, je vais y aller. Tu en es encore à l'état de la recherche appliquée ou tu commercialises déjà pour le coup des choses? Alors là, l'application que vous avez vue sur le slide d'avant, on va la lancer la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là, on est en train de tout finaliser. Donc elle fonctionne. Elle a déjà été utilisée dans plusieurs ateliers de médiation numérique en France. Là, le dernier qui a eu lieu, c'était à Aix-en-Provence, un atelier autour de la Biennale du cirque. Du coup, où des lycéens essayaient de créer des petites scénettes de cirque avec l'outil et s'amusaient par exemple à se filmer et à se mettre en miniature sur... Il y avait un exemple qui était très marrant, ils avaient posé un stylo sur la table et ils s'amusaient à marcher en équilibre sur le stylo, donc ils se sont filmés à taille réelle et ensuite ils se sont replacés sur le stylo pour faire des petites scènes comme ça. Donc pour montrer qu'en termes d'usage, on peut aller vraiment de choses qui vont être très poussées techniquement à simplement un usage fun en fait. Alors pour filmer, il nous faut un téléphone portable. Pour diffuser, il nous faut quoi? Pour diffuser, il faut le même téléphone portable ou si on a de la chance, si on a accès à une tablette, ça permet d'avoir un écran plus grand. Et au niveau du son? Au niveau du son, on peut mettre n'importe quel type de son qui fonctionnerait sur un téléphone portable. Là, on est en train de travailler sur un outil, pour ce qui est de l'application que je vous ai montrée, on est en train de travailler sur un outil d'écriture pour aller créer des scènes qui vont plus loin que simplement se filmer et se repositionner, mais plutôt de se dire on va filmer plusieurs choses et on va créer une scène pour raconter une histoire, transmettre des émotions, transmettre un message. Et ça, c'est dans les tuyaux, on est en train de travailler dessus. Simple question, du coup, les hologrammes, c'est pour quand? Les hologrammes bah là, je peux vous en faire apparaître un là tout à l'heure si vous voulez. Est-ce qu'on peut récupérer les données, par exemple les positions Absolument, on est en train de travailler là-dessus. C'est possible à l'état de l'art de la recherche, on est en train de déposer une subvention pour essayer de financer ce développement-là. Notre idée, ce serait, quand on capte, d'avoir vraiment la position de la personne dans l'espace. Et donc là, on a plusieurs cas d'usage. Par exemple, le théâtre hors les murs dans les musées, de se dire, quand on fait une visite guidée, on peut capter la personne, pas pour faire une vidéo et un montage qui est sur une télé, mais pour au contraire que les gens continuent à déambuler avec eux et en les voyant en hologramme. Donc on travaille vraiment sur cette idée d'avoir toute la formation du squelette à la fois de la personne et aussi son déplacement dans l'espace. Donc n'importe qui aurait accès à ces données, comme une Kinect ou... C'est exactement l'idée. C'est Okay. une Kinect, mais sans Kinect, sans toutes les contraintes qu'il y a de la Kinect. Par exemple, ça marche quand il fait jour. Super. Alors, s'il y a une dernière question, sinon on est pile poil dans le timing, donc c'est parfait. Une dernière question, peut-être? Non? C'est bon? Ok, ben on découvrira ça alors Merci tout à l'heure. beaucoup. Merci Maxime. Alors notre dernière intervention de la matinée, donc Adelash, entreprise Adelash, qui vont présenter Piano Phoenix. Je te laisse la parole.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment très plaisir de vous voir aujourd'hui, suite à la réunion qui était prévue le 27 janvier dernier. Et j'avais vraiment à cœur de vous rencontrer et de vous présenter le piano Phoenix. Alors, certains et certaines l'ont déjà testé, ont déjà découvert par l'intermédiaire d'autres professeurs. Mais par où commencer? C'est une aventure un peu dingue depuis 10 ans. Je m'appelle Shakib et en 2012, j'ai eu une idée un peu dingue. Je pense qu'il faut être un peu fou des fois pour pouvoir se lancer. Et, on dit souvent heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Je devais être assez fêlé déjà à l'époque. Mais concrètement, j'ai eu l'idée d'inventer un piano numérique de nouvelle génération car je n'avais jamais été jusqu'alors convaincu par les pianos dits numériques. Et même après avoir visité tous les salons dédiés à la pratique instrumentale dans le monde, après avoir visité toutes les usines de piano dans le monde, j'ai jamais eu ce plaisir-là. Je préférais, pour dire les choses très simplement, un petit piano Hyundai d'occasion à 1 000 €, retapé par un bon technicien, à n'importe quel piano numérique à 10 ou 15 000 €. Enfin, c'était mon avis et c'est celui qu'on partagerait généralement tous quand on est pianiste. Et donc... concrètement, j'ai imaginé un piano qui pouvait se replier pour pouvoir le transporter, pour qu'il soit plus mobile. Donc, c'est le cas pour le piano Phoenix que vous avez derrière vous, qui mesure donc 65 cm quand il est replié. Un piano autonome, j'espérais 2 heures à l'époque avec les ingénieurs. On a réussi 12 heures. Et donc, on peut jouer au bord de la mer, à la montagne, dans des lieux improbables. Et donc, pour reprendre les choses chronologiquement, j'ai eu cette idée, j'ai collaboré avec 67 ingénieurs en matériaux et structures, numérique, mécanique, avec 12 industriels de la région, en fait, Rhône-Alpine, donc entre autres avec Focal, situé à la Talaudière, avec Car Electronics, situé sur Rovaltin, qui travaille dans l'aéronautique et dans le spatial. Je leur ai posé une question simple, je leur ai dit, voilà, je ne comprends pas. On a créé des appareils photo d'1 mégapixel en 2000. C'était sympa pour aller en vacances. Et les professionnels trouvaient ça complètement ridicule pour pouvoir capter ou couvrir un événement. Aujourd'hui, les appareils photo font 40, 50, 60 mégas. Et maintenant, tous les professionnels en ont. Certes, il y a les férus de Leica qui vont travailler sur le grain, etc., au niveau de l'argentique. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie barrière technologique qui a été franchie. Une vraie révolution technologique qui fait que le professionnel a été convaincu et donc il l'utilise. On l'a vu dans l'image aussi, on est passé de la VHS à la HD, à la 4K, etc. Dans le piano, non. Mon sentiment, c'était qu'on restait toujours à 1 mégapixel. Il n'y avait pas quelque chose qui me donnait envie, qui me donnait un certain plaisir au niveau du son, au niveau du legato, au niveau de la recherche musicale. Ce rapport limitatif, limité, et vous le savez tous, je pense, à ce signal MIDI qui est de 127 niveaux de scrutation, et puis le fait qu'on soit sur de l'échantillonnage ne nous permettait pas d'avoir quelque chose de vivant comparativement à un piano acoustique. Donc on a fait des études, on a travaillé, on a collaboré avec une centaine de concertistes. On a investigué, on a travaillé sur la modélisation physique. La vraie question, c'était de savoir si technologiquement parlant, on était en mesure de prendre en considération 65 000 données par note avec 1300 niveaux de scrutation et qu'on puisse instantanément les renvoyer sur un amplificateur permettant de pouvoir générer un son similaire en termes de puissance et en termes de nappe sonore à un piano acoustique de concert Steinway D. C'était ça mon but ultime. Donc on a travaillé avec un Steinway D, avec des ingénieurs en acoustique, des ingé-sons, pardon, évidemment, des électroniciens. Et donc, les concertistes ont commencé à être convaincus. Alors, je tremblais un petit peu au début quand je suis arrivé voir Philippe Cassard, Anne Kefelec, Jackie Terrasson, etc. Et quand ils sont sautés au plafond en me disant « mais c'est génial, il y a quelque chose de vivant ». Et on m'a dit d'ailleurs ne parle plus du piano en tant que piano numérique parce que c'est dévalorisant en fait. Il faut parler de piano organique. Alors, bon, c'est pas évident organique, hein. Je dis c'est un piano Phoenix et puis voilà, on s'arrête là. Mais c'est un peu comme le frigo et le réfrigérateur. Enfin bref. Et concrètement, ce piano, c'était un rêve un peu de dingue. Je suis un peu dingue, c'est vrai, mais je ne savais pas du tout si on allait réussir. C'était vraiment un pari complètement fou. Et de le faire surtout ici à Lyon. Voilà. Donc on est situé à Vénissieux, sur le site usine, un pôle technologique
entre guillemets, d'avant-garde. Et j'ai envie de parler tellement de choses anecdotiques mais rigolotes, parce que souvent on se dit oui, la Chine c'est pas cher, etc. C'est intéressant, on peut faire fabriquer. J'ai un des industriels qui était à 30 minutes de chez moi, qui pouvait faire le même travail que les Chinois. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais j'aimerais bien que vous puissiez me faire ça, parce que c'est de l'usinage de précision, vous êtes situé sur Villemoirieux, et j'avais pas de réponse. Donc, j'étais en train de faire le chèque de 12 000 € pour le prototype d'un des premiers pianos, pour l'envoyer en Chine. Si j'avais fait ça, je n'aurais jamais pu vous présenter ce piano, et l'aventure aurait été arrêtée bien avant. Parce qu'en fait, quelque part, on se dit que quand on fabrique ici, en fait, dans une certaine proximité, voire promiscuité, il y a quelque chose qui peut être compliqué en termes de coût de revient, en termes Mais en fait, la réactivité, les échanges itératifs qui nous permettent de pouvoir justement avancer ensemble et pouvoir co-construire un instrument de nouvelle génération, eh ben, en fait, j'ai gagné un temps fou. Et finalement, il n'est pas très éloigné de ce que j'aurais pu avoir finalement concernant Pardon. Ah oui, pardon. Je me disais que... Mais bref, le piano, il est fabriqué ici. Il coûte 15 000 €. Alors, on va dire, c'est cher pour un numérique. Et en fait, quand les gens le testent et quand les gens l'utilisent, ils me disent, mais en fait, c'est pas cher pour un numérique, parce qu'on a quelque chose qui nous permet de pouvoir s'exprimer au même titre qu'un piano de concert. On remplit une salle de 500 à 700 places en termes de puissance sonore, en termes de nappe sonore. On joue pianissimo, on va l'entendre au fond de la salle. Les ingé-sons souvent hallucinent en me disant, mais comment vous avez réussi à faire ça? On a travaillé en termes de vibration meuble, en termes de nappe sonore, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui permet justement de façonner un son. On entend le legato, on entend la résonance par sympathie, la vraie en fait. Les gens me disent, c'est possible, on a l'impression qu'on a des cordes en fait à l'intérieur. Mais quelque part, la notion de numérique, on l'avait pas du tout en fait développée. On s'est contenté de système d'échantillonnage qui fonctionnait bien, voilà. Et moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin et d'avoir un sens, comment dire, un esprit de finesse au sens pascalien du terme, d'aller voir dans l'inconnu et pas avoir un esprit géométrique en me disant voilà, ce qui existe, c'est des cartes qui coûtent 25 $ en Chine avec un échantillon de telle ou telle chose, etc. Et ça va faire un coût de revient de tel ordre. La structure qui va revendre l'instrument va avoir une marge de temps et ainsi de suite. Non, je suis parti à l'opposé en me disant de quoi est-on capable technologiquement aujourd'hui, en 2014 à l'époque, et aujourd'hui on s'aperçoit que ça convainc, et je ne l'ai pas fait pour l'argent en tant que tel, mais c'est pour le plaisir de pouvoir réaliser quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, il faut que cette entreprise vive, il faut qu'elle vive, parce qu'on a réalisé une innovation unique au monde. 15 conservatoires ont acheté ce piano aujourd'hui, mais pas à Lyon. Mayenne, Corbeil-Essonnes, Épône, même à Genève, il y en a dans énormément d'endroits. C'est le bouche à oreille qui fait son, comment dire, son affaire, entre guillemets. Moi, j'ai énormément de plaisir à voir cet instrument évoluer et susciter des vocations, parce que les interventions en milieu scolaire, les concerts hors les murs, tout ce qui se met en place, mais aussi les manifestations dans des lieux qui soient plus exigus, parce que l'instrument, il est adaptable et personnalisable de A à Z, avec un étalonnage note à note. Si un pianiste me dit, voilà, moi j'ai joué toute ma vie sur un Schiedmeyer, ou alors un autre me dit sur un C3, ou alors un autre sur un Bechstein, on va pouvoir justement travailler chacune des notes avec son timbre, avec sa projection sonore, avec son toucher. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que chaque piano Phoenix vendu, il y en a 60 qui ont été vendus en France aujourd'hui, eh ben, ils sont différents tous les uns des autres. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a enfin quelque chose qui nous convainc, qui convainc aussi l'auditoire. Les spectateurs disent, mais on entendait un piano dans la salle. Et c'est ça qui est chouette, c'est que je me dis, voilà, on a réussi quelque chose technologiquement parlant, si avec la métropole, et grâce aussi à vous, on peut essayer de créer quelque chose de chouette sur la région. Ça serait extraordinaire pour l'entreprise, en fait. Je l'ai fait très honnêtement, hein, ce projet. J'en ai bien bavé, sincèrement, pendant 10 ans, parce que c'était très difficile sur le plan financier, sur le plan technologique. Il a fallu que j'arrive à convaincre. Je ne sais pas si vous imaginez des industriels qui voyaient le petit Shakib arriver avec son idée de piano pliable. Ils étaient, voilà, qui travaillaient pour Airbus, pour Dassault, pour etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi. On a réussi, et j'aimerais pouvoir montrer que la ville de Lyon, en fait, est quelque part ambassadrice aussi de cet instrument, c'est ça. Et voilà,
Voilà dans l'ensemble. Je ne vais pas non plus tenir le crachoir pendant trop longtemps, mais le piano est là et je vous accueillerai avec plaisir, grand plaisir, pour pouvoir le tester. Des questions? Oui, au niveau du montage, démontage du piano, j'imagine vous avez pensé la chose un peu pratique et rapide. Un pianiste seul, il peut transporter son instrument, le monter, le démonter, le ramener, le sonoriser facilement? Alors je l'ai fait moi-même tout seul en fait en venant ici. Alors il a fallu réinventer la poudre parce qu'on ne pouvait pas partir sur des logiques. Moi je trouve que c'est une hérésie, les pieds en croix, etc. Parce qu'en termes de jeu, on ne peut pas s'exprimer en fait. Et il a fallu réinventer un nouveau type de piétement. Les ingénieurs me disaient par exemple à l'époque, voilà, la structure en U est la plus pertinente, donc il a fallu réfléchir en termes de structure en U qui se replie sur elle-même et qui se retiennent comme valise par exemple. Vous voyez, pour avoir à la fois une structure qui soit robuste, fiable, stable, mais aussi qui puisse bloquer aussi le pédalier, pour pas avoir un pédalier qui parte, vous voyez, comme on l'a tous vécu, je crois, ça, avec le pédalier qui... Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, l'idée, c'était dans la valise, on replie l'instrument, on pose l'instrument avec comment dire, l'instrument pèse lourd. Ça, c'est important, parce que c'est les matériaux aussi. On ne peut pas, avec du plastique moulé, ou avoir un son, en fait. Il y a du métal, il y a du bois, bouche porée, vernis, laqué, mais et un châssis aussi en aluminium. On a travaillé sur un sous-dimensionnement du litrage hermétique pour avoir une vibration meuble qui soit la plus proche possible de celle qu'on a avec un piano acoustique de concert. Et concrètement, sans matériaux, on n'a pas de son, tout simplement. Quand je dis lourd, c'est 35 kilos, pardon. C'est pas... Voilà. Vous pouvez parler en même temps, d'ailleurs, si vous avez levé la main, parce que c'était en même temps que vous l'avez levé. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui rejoint celle de monsieur. Donc, en combien de temps, concrètement, on peut monter ou démonter ce piano quand c'est les débuts, on va dire, pas quelqu'un qui l'utilise... Enfin, pourquoi pas les deux, en fait. Alors, mon record, c'est 45 secondes. Après, ça dépend effectivement du contexte en tant que tel, mais c'est quelque chose qui se fait assez simple. On a en fait deux éléments. Un pied qu'on ouvre, donc c'est une structure en U qui s'ouvre, en fait, comme comment dire, une mallette, et puis le piano qu'on va retirer de son socle et qu'on va poser sur le piétement. On pose 3 câbles et c'est réglé. Le piano fonctionne. Il y a un seul bouton sur le piano. Alors, je sais pas, parce que moi, tous les boutons que je vois sur les numériques, souvent, ça me fout... Enfin, bref, je trouve que ça fait pas très... Bref, mais j'ai mis un seul bouton, d'ailleurs, et les ingénieurs m'ont demandé à l'époque qu'est-ce qu'on mettait comme bouton. J'ai dit, le plus robuste, et ils m'ont dit, c'est celui du péage, en fait. Il y a 30 000 pressions par jour. Donc, on a mis un seul bouton, et c'est celui-ci qu'on trouve à l'arrière du piano. Voilà. Et après, vous avez une application smartphone qu'on intègre en fait sur l'instrument et sur lequel vous pouvez paramétrer tous les éléments inhérents au son, au toucher, à l'impédance, à la résonance par sympathie, piquage de marteau, frottement des touches, la dynamique, le toucher, enfin bref, voilà. D'accord, merci. Oui, bonjour. Moi, j'avais plusieurs questions. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un entretien particulier? Est-ce que ça a une durée de vie? Est-ce que c'est fragile? Alors, en fait, c'est le seul instrument numérique qui est composé d'éléments aéronautiques. Il est extrêmement robuste en termes de marquage CE. On parlait de four tout à l'heure. C'est un piano, en fait, enfin, dans l'absolu, c'est moins 40 degrés, plus 80 degrés. Et après, en termes de durabilité, ma vision à moi, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on peut connaître, l'obsolescence programmée, telle qu'on la cite. Moi, je suis plutôt dans une logique d'obsolescence déprogrammée, dans le sens où toutes nos évolutions à nous, ici, elles doivent être intégrables dans les pianos futurs. Un piano que j'ai vendu en 2020, par exemple, si dans 2 ans, on développe un nouveau clavier, un clavier de nouvelle génération, on sera en mesure de pouvoir l'intégrer dans le piano du monsieur ou de la dame qui l'aura acheté en 2020. C'est parce que l'objet a un sens. Jacques Terrasson m'avait carrément demandé ses lettres, etc. Enfin, il voulait son objet, et je le vois avec tous ceux qui ont ce piano. Ils ont leur bébé, en quelque sorte. Et l'idée, c'est de le faire évoluer sereinement en fonction de nos inventions et de nos développements en R&D. Voilà.
Et du coup, j'avais une autre question. Vous avez dit qu'il était modifiable, c'est-à-dire qu'on pouvait le personnaliser. Est-ce que ça veut dire que sur un instrument donné, on va pouvoir entrer plusieurs personnalisations d'instruments, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, un son Steinway, une caractéristique Steinway, une caractéristique C3, etc. Ou une fois qu'on l'a paramétré, ça reste fixe? Alors en fait, vous pouvez en faire 1000 des paramètres différents. Si vous êtes, je ne sais pas, 10, 15, 20 professeurs différents dans une structure musicale et que vous donnez des concerts, vous pouvez prendre votre propre preset à vous, en fait, en quelque sorte que vous avez dans votre smartphone. Vous pouvez vous le passer aussi, le passer entre vous. Après, c'est un piano, c'est un son de piano, en fait. C'est le son du Steinway D sur lequel on a travaillé. Je préférais bosser sur un son, mais le faire à fond, plutôt que de proposer des 50 millions de sons qui ne soient pas convaincants. Alors là, on travaille aujourd'hui sur des sons de Fender Rhodes, etc., pour les jazzmen, ce qu'ils m'ont vraiment demandé. Et avec cette qualité sonore, on a quelque chose qui est déjà prodigieux, mais il faut travailler sur la partie scrutative, j'appelle ça, c'est le toucher en tant que tel. Mais aujourd'hui, on a un son, mais après, quand vous avez un technicien concert avec un Steinway D, il peut faire tout et n'importe quoi sur un Steinway. On peut piquer les marteaux, les poncer, travailler sur la petite cuillère, on peut modifier littéralement le toucher, on peut le rendre très lourd. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un technicien à ses côtés qui vous accompagne quelque part et vous créez ce que vous voulez en fait. Et bref, voilà. Mais il est personnalisable note à note en fait. Donc on peut créer, façonner son piano à soi. Et du coup, j'avais une dernière question, c'est concernant ce que vous avez évoqué, la vibration par sympathie. Si j'ai bien compris, ça concerne le jeu de piano seul. Et qu'en est-il dans le cadre de pièces de musique de chambre? Parce qu'on sait quand même que quand le son d'un instrument est induit aussi par le son du piano. Oui, bien sûr. Ouais. Alors en fait, ça rejoint quelque part la réponse que je vous ai donnée juste avant, c'est que, alors d'une part, le piano Phoenix, quand il est joué avec des instrumentistes à cordes, entre autres, ou avant, eh ben, il y a une vraie véracité. C'est ça qui est assez fou. On n'entend pas ce rapport, on va dire, antinomique entre le côté numérique et puis des instrumentistes qui vont jouer. Ça, c'est quand même assez fou. Donc, quand je parle de résonance par sympathie, on peut la paramétrer de A à Z. En fait, on peut s'adapter en termes de diapason, évidemment, mais aussi en termes de, d'élargissement des octaves, etc., pour avoir quelque chose qui soit le plus fiable possible en fonction de ce qu'on recherche, pour pouvoir jouer en synergie. J'allais dire en osmose, mais en synergie déjà avec les musiciens, les chambristes, voilà. Ou bien sûr dans le cadre d'un orchestre. Okay. J'ai répondu à la question comme il fallait. Oui. Merci. Je sais pas comment on fait. Parfait. Encore une question, nickel. Et puis après, on aimera l'écouter quand même. Merci pour cette présentation passionnante. Une fois qu'il a été terminé pour toi, c'est-à-dire que d'un coup tu te dis ok, je vais pouvoir le proposer à la vente, c'est quoi le titre que tu as joué dessus? Le titre que j'ai joué dessus? Quelle chanson tu as joué dessus? Qu'est-ce que tu as voulu? J'imagine que tu joues, tu es pianiste? Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as ce souvenir d'avoir posé, je sais pas. Moi, le premier morceau, je sais pas, j'ai joué l'impromptu de Schubert opus 90 numéro 4. Après, j'ai joué. Non, mais le premier. Ouais, c'était. Ouais, je sais plus. Après une lecture de Dante, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as eu le sentiment d'accomplissement? En fait, pour tout vous dire, c'était en 2014, en janvier 2014, quand j'ai compris qu'on était capable de le faire. L'instrument était morcelé, c'était un puzzle ambulant, quoi. Et puis j'ai posé mes doigts pour la première fois, et là je me suis dit, mais c'est vivant. C'est vivant. J'avais jamais entendu un son de ce type-là. Et c'est vrai que j'ai su à ce moment-là qu'on avait réussi. Voilà. Après, au niveau du morceau en tant que tel, je crois que c'était du Schubert, il me semble, parce que je suis un peu Schubert fil à mort, quoi. Mais je pense que c'était du Schubert, ouais, effectivement. Mais bref, voilà. Donc 2014, et puis 2018, le premier modèle est sorti. En mars 2018, le modèle V1.0. Aujourd'hui, c'est le V1.4, en fait. Donc au niveau des évolutions, c'est surtout des évolutions au niveau scrutatif, de travaux. Et en fait, l'idée de ce piano, c'est qu'il y a une co-construction. Tous les artistes qui en ont, je parlais de Jackie Terrasson et d'autres, etc., en fait, font évoluer l'instrument. Jackie Terrasson a fait le TerraSound. Il m'a dit, on va faire le TerraSound. Et du coup, bref, il y a des gens qui aimeraient avoir son son à lui.
Et du coup, l'idée, c'est qu'on crée une plateforme sur laquelle on va pouvoir repiquer le piano de Jackie, en fait, et ainsi de suite. C'est ça qu'on est en train de développer en ce moment. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a une vraie communauté. Il n'y a pas un rapport qui est hermétique, en fait. On vend un carton et puis on n'en parle plus. Là, il y a quelque chose quand je parle de communauté, tous les gens qui ont un piano, je les connais, en fait. Et on fait upgrader l'instrument ensemble. Il y a des idées, on se dit, l'étouffoir, si tu pouvais juste travailler sur le retour de l'étouffoir par rapport à telle partition, etc., ce serait énorme. C'est tout ce qui me manque. Allô, les ingénieurs, allez hop, on se retrouve, on fait une réunion, on en parle, voilà. Voilà ce qu'a dit, entre autres, à ce moment-là, c'était... comment il s'appelle? Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas la question, mais du coup, on s'est retrouvés et on a fait cette modification-là et on l'a apportée à tous les autres. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a une co-construction et puis une vraie communauté par rapport à l'instrument. Et c'est pour ça que je rejoins l'histoire de l'obsolescence déprogrammée. Elle est là, en fait. C'est que c'est au-delà du SAV ou des choses qui sont, on va dire, standards par rapport à tous les business models de la Terre qu'on connaisse. Là, on va au-delà de ça, en fait. On anticipe même, j'ai envie de dire, tout ce qui va se produire, et puis on est réceptif à ça. On est presque content quand il y a un problème, en fait. On est presque content parce que du coup, on va gérer une situation donnée pour justement faire évoluer tous les autres, en fait. C'est ça. Voilà. Merci Shakib de nous avoir présenté ce projet fou de manière aussi passionnée. Merci. Voilà, on en a terminé avec cette première partie de présentation. Donc merci pour toutes les questions, merci aux entreprises d'avoir joué le jeu et d'avoir présenté leurs produits. Merci encore de votre présence, c'est très chouette, très chaleureux et voilà, on espère vous retrouver à d'autres occasions. Merci beaucoup.